Salut à toi, jeune trader. Moi, c'est Alex Hamilton. Je suis trader indépendant. Je partage ici des contenus, des astuces et surtout, je t'explique les erreurs que tu dois éviter si tu veux être un trader rentable. Alors, je tiens à te dire que si tu souhaiterais suivre mes analyses ou bien tu souhaiterais voir comment je trade, tu peux également rejoindre ma communauté sur Telegram et bénéficier de plusieurs autres astuces. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aborde deux éléments très importants. C'est la structure du marché et les flux d'ordre. Donc, j'aimerais t'expliquer pas à pas chacun de ces concepts et comment est-ce que tu peux les utiliser pour maximiser ou bien pour exploser tes profits en 2025. D'accord? Donc, tu peux prendre un jus, tu peux prendre un popcorn et on y va maintenant. Alors, la première chose qu'un trader fait et comment est-ce qu'un trader gagne de l'argent, le but c'est que tu dois acheter un article ou bien un produit. Ici, c'est une devise, d'accord, avant que son prix ne grimpe. Et lorsque le prix grimpe, tu te fais de l'argent, d'accord? Et lorsque les prix chutent aussi, tu peux vendre à découvert et racheter plus tard. Donc, tout le monde connaît ce principe-là et voilà. Mais ce n'est pas si facile de gagner de l'argent parce que très souvent, c'est difficile d'anticiper correctement la direction ou la tendance du marché. D'accord? C'est pourquoi aujourd'hui, je veux t'expliquer deux éléments très importants, d'accord, en trading que tu dois connaître si tu veux faire de l'argent. Et je t'assure que si tu maîtrises ces concepts, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de pouvoir analyser correctement le marché, faire une analyse technique correcte, élaborer ton point d'entrée, ton stop loss et aussi ton take profit. Et puis, lorsque tu vas optimiser ton plan de trading, je suis sûr que tu vas parvenir à de meilleurs résultats. Mais si tu veux aussi que je t'accompagne personnellement, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et nous allons essayer de regarder ton plan de trading de façon personnalisée. Alors, la première chose que tu dois comprendre en trading, c'est ce qu'on appelle la structure du marché. D'accord? Je répète encore, la structure du marché. Et ici, la structure du marché, c'est quoi? C'est simplement la façon dont le marché s'organise. D'accord? Mais tout ça va dépendre de l'unité de temps dans laquelle tu es. Donc, si tu regardes le marché sur une grande unité de temps, sur un grand horizon de temps, tu vas penser que les prix sont en train de chuter. Lorsque tu vas prendre un autre horizon de temps, tu vas voir que les prix sont en train de grimper. D'accord? Donc, tout ça va dépendre de l'horizon de temps sur lequel tu observes le marché. D'accord? Et pour évaluer la direction du marché, on utilise quoi? La structure du marché. Donc ici, on va simplement essayer de voir est-ce que le marché fait des sommets, d'accord, de nouveaux sommets, voilà, ou bien de nouveaux creux. D'accord? Donc si le marché a tendance à plus créer de nouveaux sommets, on va dire que nous sommes dans une tendance haussière. Parce que ça, c'est un high, c'est un pic, hein. Ça, c'est un creux. Mais vous allez voir que le marché va créer un higher high. Donc, un pic supérieur au précédent. Et ici, un creux également supérieur au précédent. Ainsi de suite. Donc, dans cette organisation des choses, on peut dire que nous sommes en présence des pics et des creux de plus en plus hauts. Donc, ce qui justifie ou bien ce qui reflète une tendance haussière. D'accord? Donc, d'exemple, à titre d'exemple, on peut voir ici également que nous avons ce sommet ici. On a le prix qui va former un nouveau sommet. Ensuite, va former un creux. D'accord? Donc, lorsqu'on compare ce sommet à celui-ci, on se rend compte que ce sommet est supérieur à celui-ci et ce creux également est supérieur à celui-là. Donc, on peut justifier par là que la tendance, elle est haussière. D'accord? Et ça continue ainsi. D'accord? Ça continue ainsi jusqu'à ce que ça va changer. Et ici, vous pouvez voir que vous êtes maintenant en présence. Vous êtes ici en présence d'un sommet par ici. En présence également d'un sommet par ici. Mais sauf que quand on regarde ces deux sommets, on se rend compte que le second ici est beaucoup plus petit que le premier. Et le creux également qui a été laissé par ici
va être également inférieur au creux qui était quelque part ici. D'accord? Donc, vous pouvez voir clairement la différence entre ce creux et celui-ci. Donc, on commence par créer maintenant des creux de plus en plus bas. D'accord? Donc là, c'est déjà un signe pour nous dire que nous sommes en train de rentrer dans ce qu'on va appeler une tendance baissière. Donc, vous allez voir, le prix va s'écrouler et va continuer à former ici un creux plus bas que celui-ci, un sommet ici, et ensuite créer encore un creux plus profond. Donc là, clairement, nous sommes en présence d'une tendance baissière. D'accord? Donc jusque-là, maintenant, vous venez de comprendre la différence entre une tendance haussière et une tendance baissière. Donc dans la tendance baissière, pour résumer, on va dire que nous sommes en présence de pics, nous sommes en présence de pics et creux de plus en plus bas. D'accord? Par contre, sur une tendance haussière, on va dire qu'on est en présence des pics et creux de plus en plus haut. D'accord? Donc, pic et creux de plus en plus haut et ici, pic et creux de plus en plus bas. Donc, c'est ça qu'on peut utiliser de façon simple pour dire que voici la tendance du marché. D'accord? Maintenant, pendant que le marché est en train de former ses pics et ses creux, il y a un nom maintenant que on donne à ces différents pics et à ces différents creux. D'accord? Donc, de façon basique toujours, un creux est appelé un support. Donc, c'est la première notion ici, c'est qu'un creux va être considéré comme un support. D'accord? Tandis qu'une qu'une résistance sera appropriée pour déterminer ou bien pour nommer les pics. D'accord? Donc, ici, on est en présence d'une résistance et ici, on est en présence d'un support. D'accord? Donc, résistance, support. Donc, ici également, on est en présence d'une résistance et à ce niveau, on sera en présence d'un support. Donc, ainsi de suite jusqu'à ce que, jusqu'ici, jusqu'ici également. D'accord? Donc, la particularité maintenant avec ces résistances et supports dans une tendance haussière, c'est qu'ils auront tendance à être de plus en plus élevés. Simplement. D'accord? Donc, les résistances et les supports sont de plus en plus hauts dans une tendance haussière et les résistances et les supports sont de plus en plus bas dans une tendance baissière. Donc, ici, on a un support, ici aussi, on a le support. Et puis, on va voir que le prochain va être plus bas et la prochaine résistance aussi va être plus basse. D'accord? On va continuer encore avec le même scénario. On va revenir jusqu'ici. Résistance. Et on va encore continuer. Support va être encore jusque là-bas. La résistance va être maintenant ici. D'accord? Donc, vous pouvez voir que tout est une question d'organisation. Donc, quand vous regardez simplement la direction des pics et des creux, vous devriez être plutôt en mesure de dire dans quel sens le marché évolue. D'accord? Vous pouvez simplement voir que comme on s'organise vers le haut, on est en présence d'une tendance haussière. Comme on s'organise vers le bas, on est en présence d'une tendance baissière. Simplement. D'accord? Ensuite, deuxième chose que j'aimerais vous partager, ce sont les canaux. Les canaux haussiers et les canaux baissiers. Alors ici, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que lorsque vous agencez les, les supports ensemble, parce que sur une tendance haussière, il est souvent conseillé de tracer la ligne de tendance à partir des supports. Donc, vous allez prendre les supports afin de prendre la majorité des mouvements ensemble. Donc, on va partir depuis le fond, on va partir par là. On peut aussi joindre ces deux bouts-là comme ça, ou bien comme ceci. D'accord? Donc, lorsque vous commencez à joindre les deux bouts de support ensemble et que c'est dirigé vers le haut, on va dire qu'on est en présence d'un canal haussier. Simplement. D'accord? Et lorsque c'est plutôt les résistances qu'on va essayer de joindre parce que le prix fait des pics de plus en plus bas, on va dire qu'on est en présence d'une trend line baissière. D'accord? Ou bien d'une ligne de tendance baissière. D'accord? Donc, si on place l'autre ligne de l'autre côté, on apprend d'un canal baissier. D'accord? On apprend d'un canal baissier. Donc, quand ce canal-là est dirigé vers le haut, on va dire que c'est
un canal haussier. Quand c'est dirigé vers le bas, c'est un canal baissier. D'accord? Simplement. Donc ça, c'est canaux haussier, canaux baissier. D'accord? Ensuite, les chandeliers japonais. Il faut savoir que chaque bougie, d'accord? Chaque bougie, ici, est le reflet des transactions qui ont eu lieu sur le marché. D'accord? Donc, ce qui veut dire en fait que une bougie va représenter le prix auquel les acheteurs et les vendeurs ont décidé de faire affaire. D'accord? Donc, plus notre bougie sera grande et plus elle va nous donner une information. Et si elle est petite aussi, elle va nous donner une autre information. D'accord? Donc, en fait, vous avez le bid et le ask. Au fait, le ask, c'est quoi concrètement? Et le bid, c'est quoi concrètement? D'accord? Donc, pour faire simple, d'accord? Le ask, c'est le prix que demandent les vendeurs pour libérer leur stock. D'accord? Je vais encore répéter. Le ask, c'est le prix que demandent les vendeurs aux acheteurs pour libérer leur stock ou bien pour libérer leurs biens. Et le bid, c'est le prix que les acheteurs sont prêts à offrir aux vendeurs pour acheter leurs biens. D'accord? Vous comprenez un peu? Donc, le bid, c'est comme ce que l'acheteur propose au vendeur. Et le ask, c'est ce que le vendeur demande comme prix de cession de son stock ou de son inventaire. D'accord? Donc, ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que plus le ask sera éloigné du bid et moins on aura de liquidité ou bien moins cette bougie-là sera forte en termes de volume de transaction. D'accord? Donc, c'est comme si l'acheteur avait que 400K pour le produit, mais il était finalement obligé de le payer à 2 millions. Mais de l'autre côté, lorsque vous avez également le ask et le spread qui sont beaucoup plus proches, comment je vais schématiser, qui sont beaucoup plus proches, voilà. Et on a le ask. Ok. Fais ça. Donc, lorsqu'on a le ask qui est cette portion-là juste au-dessus du corps, d'accord, et le bid, c'est la portion qui est en dessous du corps là-bas, d'accord. Donc, plus ces deux régions-là seront proches l'une de l'autre, l'information que cette bougie-là est en train de nous donner, en fait, c'est que on a ici plutôt le vendeur qui a décidé de laisser ça à 700K à l'acheteur qui, lui, était venu d'abord avec 400K. D'accord? Donc, selon vous, lorsque vous partez au marché et que le vendeur vous propose 700 000 et qu'un autre vendeur vous propose 2 millions, chez qui est-ce que vous pourriez faire un maximum d'achat? Bien sûr, c'est chez le second. Et c'est ce qui se passe exactement sur le marché. Donc, cela veut dire que plus une bougie sera longue, d'accord, et moins elle sera chargée en termes de liquidité. Et plus une bougie sera petite, et plus elle sera chargée en termes de liquidité. D'accord? Vous comprenez ça? Donc, voilà un peu les chandeliers japonais. Donc, chaque fois que vous allez voir une bougie à corps moyen, à corps long, vous devriez comprendre quoi? Que c'est une bougie à faible liquidité. Donc, que c'est une bougie à faible liquidité. D'accord? Mais lorsque vous allez voir une bougie avec un petit corps, une très petite bougie, vous devez comprendre quoi? Que c'est une bougie à forte liquidité. D'accord? Et c'est ce principe-là qui va nous permettre de trader sur les zones, sur les bases. Parce qu'on se dit qu'il y a des ordres en attente sur cet endroit, il y a d'autres personnes qui veulent vendre ou acheter, mais elles savent que c'est ici, sur cette bougie-là, ou bien à ce prix-là, qu'il y a eu les meilleurs contrats auparavant. Donc, elles vont simplement attendre que le prix revienne dessus pour se positionner. Tout ça, on va voir ça au fur et à mesure. D'accord? Donc, vous avez maintenant compris comment les chandeliers également fonctionnent et l'histoire réelle derrière la formation de ces bougies. D'accord? Maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va monter sur les flux d'ordre. Donc, ici, vous avez compris un peu comment la structure du marché fonctionne, les supports résistance, les trendlines, les canaux haussiers, les chandeliers japonais. D'accord?
peut-être ouverture, clôture, tout ça, tout ça. D'accord? Mais maintenant, on va passer sur ce qui fait vraiment bouger le marché. D'accord? Parce que la structure du marché, les supports résistance, les lignes de tendance, tout ça, ce sont simplement vos apports à vous sur le marché. D'accord? C'est vous qui tracez les lignes, c'est vous qui marquez les résistances, les supports. Mais maintenant, on veut comprendre pourquoi est-ce que le marché se déplace d'un point A à un point B. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mouvement? Et la réponse, elle est simple. Le marché se déplace d'un point A à un point B à la recherche de ce qu'on appelle l'équilibre partiel. L'équilibre partiel. Alors, déjà, qu'est-ce qui crée au fait cette tendance haussière? Pourquoi est-ce que ces pics et ces creux s'organisent de plus en plus haut? Je vous laisse 5 minutes de réflexion. Non, pas 5 minutes, 5 secondes peut-être. 5 secondes de réflexion. Pourquoi pensez-vous que le marché forme des pics et des creux de plus en plus haut? Qu'est-ce qui serait à la base? Bien, vous avez trouvé la bonne réponse. C'est effectivement la pénurie. C'est lorsqu'il y a une pénurie. Et c'est quoi la pénurie? Je vais prendre un exemple simple. Dans les pays où on a le pétrole ou l'essence, d'accord, qui manque, d'accord, ou bien simplement que la quantité qui est demandée, ou bien la quantité dont la population a besoin, est pratiquement inférieure à la quantité disponible dans les stations essence. Qu'est-ce qui se passe? Prenez simplement 5 secondes et pensez-y. Qu'est-ce qui se passe? Les prix grimpent, n'est-ce pas? Les prix grimpent. Et pourquoi les prix grimpent, les amis? Parce qu'il y a une pénurie. D'accord? Donc, c'est lorsqu'on a sur le marché un sentiment de pénurie que vous allez voir maintenant les prix commencer à grimper. Et qui sont les acteurs qui sont derrière cette hausse des prix? Ce sont les vendeurs. Les vendeurs, ce sont eux qui profitent de la hausse des prix pour vendre beaucoup plus cher aux acheteurs. Vous comprenez? Maintenant, allons un peu plus vite. Lorsqu'on a une tendance baissière, qu'est-ce qui se passe? Les prix sont en train de chuter. Quand les prix d'un article intéressant chutent, qu'est-ce qui va se passer? Les investisseurs pourront acheter moins cher. D'accord? Donc, lorsqu'on a une phase de tendance baissière, on est en présence d'un surplus. Le surplus, c'est quoi? C'est que la quantité de stock disponible, d'accord? Il n'y a personne qui en veut, au fait. Personne n'est intéressé, personne ne veut prendre le produit, personne. Donc, les entreprises ou bien les magasins sont parfois obligés de faire des soldes, des réductions, histoire de trouver preneurs. D'accord? Et ça, c'est les phases de surplus. Maintenant, la pénurie, c'est que c'est comme une vente aux enchères. Vous êtes 10 à vouloir mon produit. Et c'est moi maintenant le vendeur, je décide que comme vous êtes nombreux à vouloir le produit, je vais augmenter les enchères. Et je vais vendre au plus offre. Donc c'est exactement ça qui se passe dans les ventes aux enchères. Et c'est ce qui explique pourquoi est-ce que vous avez le prix qui se lance en tendance haussière comme ça ou en tendance baissière dans le cas d'un surplus. Maintenant, l'équilibre partiel, c'est quoi? L'équilibre partiel, hein, ce sont ces petites bougies-là ou simplement les phases de consolidation. Une phase de consolidation, c'est quand le marché a du mal à briser ce qu'on appelle un range. D'accord? Un range, c'est quand le prix semble être stagnant. Attendez, je vais prendre un bon range pour vous montrer une phase d'accumulation. Voilà, un peu comme ici. D'accord? Un peu comme ici, vous avez le marché qui fait des zigzags et n'arrive pas à se décider s'il veut aller vers le haut ou aller vers le bas. D'accord? Mais ici, en fait, vous devez comprendre que ce qu'il y a là, c'est de fortes liquidités. De fortes liquidités. Parce que comme on a expliqué, tant que le ask et le bid sont proches, c'est qu'il y a de bonnes transactions qui sont en train de se passer. Et après, on a le mouvement de déséquilibre. D'accord? Bien de imbalance, bien de tout ce que vous voulez. D'accord? Donc, les ranges, en fait, sont des points d'équilibre. Mais c'est un équilibre partiel. Parce qu'il ne va pas durer. D'accord? Ce sont des endroits d'équilibre, les ranges. Et lorsqu'on comprime ça, on peut dire aussi que les petites bougies également sont des bougies d'équilibre.
partielle, bien sûr. D'accord? Ok. Maintenant qu'on connaît tout ça, structure du marché, les flux d'ordre un peu, comment est-ce qu'on fait en fait pour prendre une position? Où est-ce qu'on rentre? Où est-ce qu'on appuie sur buy? Où est-ce qu'on appuie sur vente et tout et tout? D'accord? Alors, la première chose que vous devriez comprendre, c'est que le marché se déplace d'un point A à un point B afin d'aller chercher ce qu'on appelle les ordres en attente. D'accord? Donc, je vais noter ça ici pour vous. Le marché se déplace d'un point A à un point B. Ce qui justifie le déplacement du marché, d'accord, c'est la recherche. Le marché est à la recherche de l'équilibre. D'accord? Parce qu'on a dit que les longues bougies sont des déséquilibres. Donc ça, c'est un déséquilibre, c'est un désaccord. Il n'y a pas d'accord entre les acheteurs et les vendeurs sur le prix. D'accord? Donc le marché, vous voyez tout ça, toute cette hausse-là, c'est une phase, c'est une phase de déséquilibre. Maintenant, vous allez voir que le prix va sembler revenir encore sur cette même zone-là qui a précédé le déséquilibre et repartir. Pourquoi pensez-vous que ces phénomènes-là se répètent à chaque fois? C'est parce que le marché revient sur les zones contenant ce qu'on appelle les ordres en attente. Toujours à la recherche de l'équilibre. Et c'est là maintenant que nous allons intervenir comme des opportunistes. C'est ici que nous allons rentrer en jeu. Alors, lorsqu'on sait que les retracements du prix sont des, sont des tentatives de retrouver l'équilibre ou bien d'activer les ordres en attente, notre travail maintenant, c'est quoi? C'est de retrouver ces zones ou ces endroits qui contiennent les ordres en attente avant que le marché ne vienne dessus. Avant que le marché ne vienne dessus. Mais pourquoi j'ai pris la peine de d'abord de vous expliquer comment les pics et les creux sont créés? Parce que ce que je veux dire maintenant est très important. D'accord? Pendant la hausse du prix, lorsque le marché va se déplacer, suivez-moi très bien. Si vous comprenez ce que je veux dire maintenant, vous n'aurez pas de mal à faire de super analyses et à faire du profit. Dans la vidéo passée, je vous ai montré que c'est possible de passer en trading là, tout est possible. Plus tu apprends, plus tout est possible, d'accord? C'est possible de passer de 100 dollars à 2000 ou bien de 500 dollars à 5000 en un trade. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui le font. Et comme je disais, vous n'avez pas deux têtes. Il suffit simplement de comprendre les principes qui peuvent permettre cela et de l'appliquer. Donc ici, en fait, je suis en train d'expliquer le fonctionnement de ce que j'ai expliqué dans la vidéo dernière. D'accord? Donc suivez ces deux vidéos-là et le tour est joué pour vous. Je pense que vous serez rentable avant la fin de l'année 2025 en fait. D'accord? Donc, lorsqu'on sait que le prix a formé maintenant un nouveau sommet, donc il est venu ici, il a formé ce sommet. Maintenant, vu qu'il rencontre une résistance, comme on dit, ou bien il rencontre un obstacle, il est maintenant obligé de revenir chercher les ordres en attente afin de continuer sa trajectoire. D'accord? Donc, il va revenir chercher les ordres en attente. Et c'est là que nous allons l'attendre comme des opportunistes. Maintenant, comprenez maintenant bien ce que je veux dire. La distance entre, ou bien le point situé entre ce low et ce high, entre ce mouvement-là, à l'intérieur de ce mouvement, il y a ce qu'on appelle des zones de demande. Les zones de demande. Les zones de demande, c'est quoi? Ce sont des points d'équilibre partiels à la suite desquels on a eu une forte impulsion haussière. Et cette impulsion haussière a brisé le sommet précédent. Très important. Parce que le sommet précédent aussi a été créé à cause d'une résistance ou bien à cause de l'offre, à cause des autres vendeurs qui se sont situés ici. Donc, il faut que cette demande-là puisse surpasser les contrats vendeurs qui se trouvent là afin de porter maintenant le nom d'une bonne zone. D'accord? Ou bien d'une zone qui vous a prouvé qu'elle est digne de confiance. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de tracer n'importe quelle zone et de trader là-dessus. Non. Vous devez faire en sorte que chaque zone passe par un processus de sélection
très strict. Et l'un des processus les plus simples, c'est d'avoir vos zones de demande qui brisent des zones d'offres ou des zones d'offres qui brisent des zones de demande. Ça montre qu'il y a vraiment euh, de larges contrats à l'intérieur de ces zones. D'accord? Donc, j'ai dit, avant de tracer votre zone ici, vous devez vous assurer que ce mouvement a créé un nouveau sommet. Donc, on va faire un peu de pratique. Small pratique. Donc, ici, vous allez voir que on a une zone rouge qui pousse le prix vers le bas, donc qui crée un nouveau creux. Et vous allez voir maintenant ici que notre zone d'équilibre partiel, ces petites bougies-là, qui ont précédé la forte impulsion, c'est ça qu'on appelle une zone, une zone ou une base ou encore une consolidation. S'il vous plaît les amis, remarquez les petites bougies qui sont là avant l'impulsion. C'est ça qu'on appelle une zone. Remarquez ici, on n'a aucune petite bougie avant l'impulsion. Ça, c'est un support. Donc, c'est ça la différence principale entre un support et une base. Ici, vous voyez clairement les petites bougies qui montrent de meilleurs prix. Ici, on ne voit rien de tout ça. On voit seulement le prix rebondir. Comme ici également. Ici, c'est un support. Ici, c'est une zone. D'accord? Maintenant, j'ai dit tantôt que lorsque la zone bleue va casser la zone rouge qui pousse le prix vers le bas, on peut dire clairement que nous sommes en présence maintenant d'une tendance haussière. Parce que j'ai dit tantôt qu'une pénurie, c'est lorsque la demande est supérieure à l'offre. C'est ça qui crée les mouvements de pénurie. D'accord? Parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent mon produit. D'accord? Mais moi, comme vous êtes nombreux, moi maintenant je décide de vous vendre ça cher. Donc il y a une pénurie. Cher, le produit que vous voulez, mais vous avez l'argent. Maintenant je dis le meilleur gagne. Celui qui paye le plus, c'est lui qui gagne. D'accord? Donc ici, on voit clairement que la demande ici est supérieure à l'offre, c'est-à-dire la zone rouge. Et ça va briser maintenant la zone rouge. Maintenant, ça, c'est un mouvement de imbalance, de déséquilibre. Donc, le prix maintenant va tenter de revenir à l'état d'équilibre partiel. Et maintenant, cette zone ou cette base-là sera considérée comme une bonne zone qui s'est qualifiée. Elle a passé l'examen pour devenir hors de bloc. Elle est maintenant digne de confiance en fait. Vous comprenez? Elle est digne de confiance. Donc, vous pouvez même avoir des codes couleurs. Changer la couleur d'une zone, changer la couleur d'un order block selon les, les types de mouvements qu'elle a réussi ou bien l'impact qu'elle a eu sur le marché. Quand c'est un order block, vous pouvez mettre une couleur différente. Quand c'est une zone simple, vous pouvez mettre une couleur différente. D'accord? Donc, comment on va trader maintenant? On va simplement attendre que le prix revienne sur cette zone. Maintenant, c'est là que tout devient intéressant. D'accord? Mais je laisse d'abord ceci et je reviens encore sur mon explication. Donc, j'ai dit qu'il faut que pendant que ce lot crée ce super high là, vous voyez que ce ancien high là se fait briser. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'on voit que la demande maintenant ici est parvenue à briser notre sommet. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. D'accord? Donc là, maintenant, votre exercice, hein, c'est d'aller chercher sur ce trajet-là, sur ce trajet aussi-là, où se trouve la base, où se trouve la consolidation que vous pouvez retrouver. D'accord? Et cette consolidation-là, très souvent, d'accord, peut se retrouver à la base, peut se retrouver au milieu, ou bien peut se retrouver un peu plus en haut. D'accord? Mais ce qui est sûr, elle doit euh, être antérieure à la cassure de ce sommet-là. D'accord? Et très souvent, elle peut se retrouver exactement sur la formation de cette résistance. Donc, elle peut être quelque part ici alignée avec cette résistance. D'accord? Et c'est ce qui va expliquer les inversions de polarité. Donc, une inversion de polarité, c'est pas que la résistance est devenue support. Non. C'est plutôt qu'il y avait une base quelque part ici qui a permis que le marché s'adosse sur elle afin de continuer son trajet. D'accord? Donc, très souvent, les inversions de polarité ne fonctionnent pas parce qu'il n'y a pas de base ici
et la base est plus bas située. Et c'est ça qui va permettre de liquider les stop loss de ceux qui croient en l'inversion de polarité et de venir chercher la zone de demande avant d'aller créer encore un nouveau sommet. Donc le nouveau sommet est créé, vous répétez la même chose. Vous tracez encore la base ici qui a permis la cassure de ce sommet-là. Même chose. Et vous répétez le processus. Vous allez répéter le processus jusqu'à ce que le processus soit neutralisé. Et on aura maintenant un lower low. D'accord? Et le lower low, en fait, ici, c'est quoi? C'est que le marché a créé un creux inférieur au précédent. D'accord? Le marché a créé un creux inférieur au précédent. Et c'est ce que nous allons observer ici. Le marché a créé un creux inférieur au précédent. Et vous allez voir maintenant, il y aura un changement de structure. La structure qui était autrefois haussière va devenir baissière. Maintenant, comment nous faisons encore pour anticiper ces mouvements et pour rentrer au bon endroit? D'accord? Alors, clairement, vous ne pouvez pas savoir si c'est exactement ici que le marché va se retourner. Mais ce que vous pouvez voir de vos yeux, ce sont les cassures des zones de demande. Parce qu'on sait que les zones de demande sont censées projeter le marché de plus en plus vers le haut. Donc, lorsqu'une de ces zones de demande là va se briser, ce sera maintenant le top pour nous pour savoir que la tendance euh, haussière est terminée. Elle est terminée. Donc, on a dit que lorsqu'on a également le prix qui fait les pics, les creux, les pics, les creux, vous avez des petites bougies. Donc, vous allez encercler vos petites bougies. On va encercler nos petites bougies. D'accord? On va encercler nos petites bougies. Et ça va encore pousser le prix, créer encore un nouveau sommet. Vous voyez, donc c'est une très bonne zone parce qu'elle a cassé ce sommet. Très bien. D'accord? Mais malheureusement, c'est là que tout va se gâter parce que le marché va venir rencontrer un ancien hors de bloc. Et également ici, lui là, il a brisé toutes les zones de demande sur son chemin. Donc, il y a des ordres en attente qui sont déçus. Donc, c'est un hors de bloc très dangereux. Hors de bloc également très dangereux. D'accord? Et vous allez voir que arrivé dessus, la structure également du marché va changer parce qu'il y aura des ordres de vente à l'intérieur de ce order block là qui seront capables d'absorber tous les ordres acheteurs. Ça va renverser la structure du marché. Donc la cassure finalement de cette zone de demande là, vous voyez la cassure de cette zone de demande ici, sera maintenant ce qui va nous mettre la puce à l'oreille pour savoir que la structure du marché a changé ou bien que la tendance du marché a changé. Et on aura la rupture ici. Vous allez voir le prix maintenant. Où est-ce que nous allons essayer de vendre? Nous allons essayer de vendre sur la zone d'offre ou bien le order block le plus proche. Et quel est le order block le plus proche? Notre gros order block qui est là. Donc vous allez voir le prix va revenir pour créer maintenant un lower high. Donc si vous êtes présent rapidement, vous pouvez vous positionner sur ce lower high là ici ou bien ici. D'accord? Donc juste là. Donc, vous pouvez vous positionner quelque part ici. Donc, je ne recommande pas de trader les mouvements baissiers comme ça en dessous des zones de demande. Mais il est toujours conseillé d'attendre que le marché vienne chercher les ordres en attente vendeurs sur les zones rouges. Ça va nous permettre de vendre et de descendre. D'accord? Donc là, je viens de vous expliquer comment vous pouvez trouver des opportunités d'achat et des opportunités de vente. D'accord? Donc, ces order blocks là, ces order blocks en fait, ils ont besoin pour être activés de ce qu'on appelle la contrepartie. Donc, si vous avez compris déjà tout ce que j'ai expliqué dans la première partie de la vidéo, c'est bon, vous pouvez déjà arrêter la vidéo là et partir travailler dessus. Parce que ce que je vais expliquer maintenant, c'est un peu plus avancé. D'accord? Donc, pour que les ordres en attente, parce qu'on a dit qu'on a des ordres, en attente, les ordres en attente vendeurs. Les ordres en attente vendeurs. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que les ordres en attente vendeurs puissent être exécutés, on a besoin de ce qu'on appelle la contrepartie. D'accord? On a besoin de ce qu'on appelle la contrepartie. La contrepartie, c'est un peu comme la provision. D'accord?
Et nous avons besoin des acheteurs actifs sur le marché afin de déclencher les sell limites. D'accord? Les ordres en attente vendeurs, c'est ce qu'on appelle les sell limites. D'accord? Et on a besoin pour que ces ordres soient activés de buy direct. D'accord? Il faut qu'il y ait des acheteurs sur le marché. Donc, votre travail également, d'accord, si vous voulez pousser la réflexion plus loin, c'est que à chaque fois avant de vendre ou avant d'acheter, de la même façon que lorsqu'on veut lancer un produit sur un marché, on fait l'analyse, on fait l'analyse du marché pour voir est-ce qu'il y a la cible, est-ce qu'il y a les gens qui veulent acheter ou vendre mon produit. D'accord? Donc, ce serait un peu fou de penser qu'on peut vendre notre, notre boule de glace en Esquimau. Qu'est-ce que je raconte? Aux Esquimaux plutôt. D'accord? Parce que ceux là-bas, ils sont déjà dans la glace. Donc, ils ne sont pas intéressés par notre boule de glace. C'est un peu comme si je vais dans un endroit chaud et je leur propose de boire du thé Lipton bien chaud. Vous comprenez? Donc, la contrepartie, c'est que est-ce que lorsque je suis en train de déployer ces efforts-là pour vendre un produit, est-ce qu'il y a des gens qui manifestent l'intérêt pour le produit avant de lancer même ce produit? Sinon, vous allez faire un fiasco. D'accord? Donc, en tant qu'un bon entrepreneur, ce que je veux faire, c'est que chaque fois que j'observe que le marché est en train de s'organiser en pic et creux de plus en plus haut, vous devez comprendre que la majorité des traders, ce qu'ils feront, c'est qu'ils vont dire, OK, structure du marché haussier ou bien haussière là, donc c'est le moment pour moi de commencer à acheter. D'accord? Et puis c'est bien, tout le monde va acheter, mais derrière, vous devez comprendre que nous, les particuliers, nous sommes la liquidité des institutions. C'est-à-dire que ce sont nos ordres qu'elles utilisent pour exécuter leurs ordres à elles, en fait. D'accord? Donc, lorsque le prix commence à s'organiser comme ça, en pic et creux de plus en plus haut, il faut comprendre que tout le monde est en train de prendre des positions d'achat. Tout le monde est en train de faire la même chose. Tout le monde est en train d'acheter dans ce sens. D'accord? Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand toute la foule est en train de faire un mouvement, comme on dit, il faut faire quoi? Il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que on va avoir le marché qui va accélérer à la hausse en direction de notre order block. Mais une fois que ce order block sera atteint, vous allez voir que tout va se changer ou bien tout va se chambouler. Donc, c'est comme ça que vous pouvez déterminer si votre setup va fonctionner. C'est d'abord de vous poser la question, est-ce que la contrepartie est présente? Est-ce que j'ai des acheteurs? Et la meilleure façon de savoir qui sont ces acheteurs, ce sont les particuliers. Les particuliers. D'accord? C'est-à-dire, nous autres, nous sommes la liquidité des institutions. D'accord? Donc, lorsque vous allez essayer de comprendre quelles sont les figures, quels sont les mouvements du marché qui influencent les particuliers à se comporter d'une façon ou d'une autre, vous allez tout faire maintenant pour éviter d'être influencé par ces patterns, par ces figures, mais maintenant de faire l'inverse pour vous permettre d'être du côté des institutionnels. Parce que ce sont elles qui dirigent le marché. Et vous allez voir que leurs mouvements à elles sont beaucoup plus violentes. Quand elles se positionnent ou bien quand elles créent un déséquilibre, le mouvement qui s'ensuit est violent. Par contre, le mouvement dans lequel les particuliers sont, c'est un mouvement qui prend son temps, c'est bizarre, ça s'harmonise et tout. Mais le mouvement dans lequel les institutions sont, c'est très rapide, très violent. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez subir tous ces retracements encore et encore? Ou bien vous préférez trader du côté des institutionnels dans les order blocks? Donc, c'est à chacun de choisir l'option qui l'intéresse. Ce qui est sûr, on peut gagner de l'argent par toutes ces façons. Euh, Acheter dans les canaux, acheter sur les order blocks. Ce qui est sûr, tout dépend de la compréhension de chacun. D'accord? Donc là, on a vu comment rentrer en position ou bien où est-ce qu'on peut acheter. Maintenant, comment placer notre position? On va placer comme ici sur cette zone de demande là. On va placer notre entrée. Notre stop loss est juste en dessous. Le take profit, c'est le sommet comme ça. D'accord?
là où les pics et les creux le plus en plus bas ont commencé. Ou bien de l'autre côté, on va rentrer plutôt comme ceci, placer nos stop loss juste au-dessus et descendre jusqu'au niveau où les pics et les creux ont commencé. D'accord? Donc chacun essaye de voir un peu, de mettre les stop loss où ça l'arrange. Il y a d'autres qui vont mettre le stop loss peut-être jusqu'ici, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, chacun fait comme il peut. D'accord? Maintenant, je disais en début de vidéo que vous pouvez trouver de très bons setups et faire des fois 10, des fois 20. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire avec ce setup. D'accord? Donc, tantôt, j'avais dit que lorsque vous avez une bougie ou bien une zone, comme chez notre order block, notre base ici, elle est juste là. D'accord? Et puis, vous avez notre take profit qui est juste ici. D'accord? Normalement, lorsqu'on regarde ce setup juste comme ça, on a un ratio risque-reward de 7,42. Donc 7,42. D'accord? Mais lorsqu'on va pousser un peu la discussion plus loin, on va se rendre compte que au lieu de rentrer simplement sur le bid, c'est-à-dire sur la portion inférieure de notre zone, c'est-à-dire juste comme ça, ici, là, on peut également rentrer sur le corps de la bougie. Donc, supposons que vous avez 100 dollars, que vous risquez vos 100 dollars, d'accord? Vous avez ici 740 dollars. D'accord? Si vous rentrez sur le corps de la bougie, vous avez un ratio de 11. Vous avez 1100 dollars. D'accord? 1100 dollars. 11 fois 100, ça fait 1100. Maintenant, supposez que vous rentrez vraiment dans le ask, c'est-à-dire le prix réel auquel les vendeurs vendent leurs articles. Ask, vous vendez quelque part ici dans le ask. Regardez vous-même comment le ratio devient plus grand. 32. Ça veut dire que votre 100 dollars peut rapidement devenir 3200 dollars. Mais ça, je le dis, croyez-moi, ce n'est pas facile de le faire parce que ça prend beaucoup de temps pour créer ce genre de setup-là. Donc, ça va vous demander de la patience, de la rigueur et de la maîtrise, d'accord? Mais si vous êtes prêt à payer ce prix, alors vous pouvez avoir la récompense derrière. Donc, il ne faut pas vouloir faire de l'argent facilement alors que vous n'êtes pas prêt à être patient ou bien à être rigoureux, d'accord? Tout ça, il ne faut pas vous attendre à faire cette quantité d'argent-là. Mais ceux qui sont prêts à être patients, à être rigoureux, à bien tracer, à bien comprendre, c'est eux-là qui auront cette quantité d'argent. Sinon, les autres peuvent se contenter de fois 2, fois 3. C'est aussi très bien pour être rentable. D'accord? Donc, voici un peu de long en large comment vous pouvez exploiter la structure du marché, la théorie de dos, les flux d'ordre, histoire d'avoir de meilleures entrées et de faire de meilleurs profits. D'accord? Donc, tout ça, c'est parce que, bon, je m'ennuyais un peu. J'ai dit, j'allais vous faire une petite vidéo parce que jusque-là, je n'ai pas pris de trade. Le marché en consolidation actuellement sur GBP, GPY. Donc, je voulais un peu vous expliquer un peu ça. Donc, exploitez ça sur n'importe quelle autre paire. D'accord? Que ce soit sur le gold, euro USD, tout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, d'accord? Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager à un ami qui pourra en bénéficier. N'oubliez pas de rejoindre notre canal Telegram, d'accord? Allez, à la prochaine.